Bonnie Campbell, au nom de mes collègues, je voudrais te remercier d'avoir accepté cet entretien qui s'inscrit dans le cadre du cinquantenaire du département de sciences politiques de l'UQAM. Alors, moi, l'idée d'évoquer tes souvenirs de combattante, comme on dit en Afrique de l'Ouest, ce qui nous intéressera, c'est plus la perspective dans laquelle tu as inscrit tes actions, mais aussi, surtout, nous montrer en quoi est-ce que l'Afrique était, les études sur l'Afrique comme vous l'avez développé, la perspective à savoir le fait que l'Afrique s'inscrivait, les dynamiques africaines s'inscrivent dans les dynamiques du monde et que l'Afrique n'a jamais été en fait spectatrice du monde, mais elle a été actrice, elle a pris part aux actions qui se sont déroulées dans le monde. Ça, c'est d'un. Et puis de deux aussi, c'est ton action comme membre de ce département, membre actif de ce département, et aussi comment est-ce que tu envisages les études africaines aujourd'hui, et surtout aussi nous parler de Bonnie Campbell, pas seulement comme professeur, mais aussi comme gestionnaire de groupe de recherche, gestionnaire d'une chaire de recherche, mais aussi d'un centre de recherche. Merci, je suis absolument ravie de cette occasion de partager, honorée de le faire, et très chanceuse que les collègues m'ont donné cette chance et que tu sois la personne qui fasse cette entrevue, ça me touche beaucoup. Parler du développement des études africaines à l'UQAM, c'est aussi resituer l'UQAM, parce que quand je suis arrivée en 1973, il faut savoir que l'UQAM était à la hauteur de l'effervescence de la société québécoise. À l'UQAM, tout était à inventer, à construire, et on le faisait, on était jeunes, les étudiants étaient jeunes, on le faisait d'une façon très simple, solidaire, avec beaucoup de complicité entre professeurs. On a eu une grève de 4 mois parce qu'on voulait un peu nous reléguer à une université traditionnelle. En fait, le jeune corps professoral n'en voulait pas, donc on était 4 mois dehors avec les étudiants, et de cela a résulté quelque chose de tout à fait intéressant, par une espèce de culture, de faire les choses, d'une complicité, une certaine collectivité, et aussi à cause de la nature ouverte sur la société de l'UQAM, c'est des gens qui venaient à l'université, qui n'étaient pas de milieux forcément fortunés, dont les parents n'étaient pas à l'université. Et donc, on cherchait un engagement social, c'est ce qui m'a attiré à l'UQAM, qui a aussi fait en sorte qu'il y avait cette latitude pour enseigner, pour inventer des cours sur l'Afrique. Et donc, après, on peut maintenant peut-être parler de qu'est-ce que c'était enseigner l'Afrique au début des années 70. Ouais. Il n'y avait jamais eu de cours sur l'Afrique. J'arrive ici, je me dis, mais qui suis-je, moi, blanche, pour enseigner sur l'Afrique? Alors, ceux qui savent très bien, en Afrique, on dit l'interprète trahi, parce que je parle au nom de quelqu'un. Donc je me suis dit, oh là, il faut que je me base sur les romans africains, des films africains, des visiteurs, que je m'inspire de la production, jeune production africaine, pour faire en sorte que ce que j'essaye de faire sonne juste. Et j'avais des étudiants qui, à l'époque, étaient politisés, comme au Québec, et puis le type d'étudiants. Il faut se rappeler le contexte. Les indépendances des pays francophones, les colonies francophones anglophones étaient toutes récentes. 2 décennies, en gros. C'était le tout début. Mais aussi, on avait l'occupation coloniale blanche en Afrique australe, en Afrique du Sud, en Namibie. Les colonies portugaises étaient toujours sous contrôle portugais. Et le Canada était complice de ces régimes. Donc, imaginez-vous le terrain de recherche. Je me rappelle, on travaillait sur l'information qu'on recevait, qui était complètement biaisée, et d'une façon rigoureuse, on essayait de contrer l'information sur l'Afrique avec une contre-information qui venait de l'Inde ou ailleurs, ou des pays ou des mouvements de libération. Donc, dès le départ, il y avait cet espace que nous permettait l'UQAM et un contexte politique pour, justement, essayer de s'interroger sur l'Afrique et la façon qu'on présentait l'Afrique. Mais aussi, peut-être aussi, il faut intégrer cela dans le savoir, dans l'économie du savoir, parce que aussi, parler d'Afrique en tant que telle, on ne l'isolait pas du reste du tiers-monde.
Ce qui faisait aussi qu'il y avait des discussions extrêmement passionnantes, ce qui faisait aussi qu'il y avait un lien entre tous ceux qui sont en Amérique du Nord, qui sont en Afrique, qui sont en Europe. Donc les liens étaient beaucoup plus ténus quand on parlait en fait Afrique ou tiers-monde. Ça c'était d'un. Oui. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Et puis il y a aussi votre perspective qui était plus une perspective marxiste qui aujourd'hui nous fait sourire, mais peut-être aussi qui mérite explication aussi. Tout à fait. Alors ce que tu dis par rapport à la façon de comprendre ce phénomène de colonialisme qui était partout présent. Je parle des régimes qui étaient appuyés par l'Occident. Ça se déroulait sous nos yeux. Et puis, nos outils pour expliquer ça venaient beaucoup de l'Amérique latine, des théories de la dépendance, sans périphérie. J'admets que c'était parfois des gros traits, mais on était entouré par des penseurs qui essayaient de justifier. Et donc, on se mettait dans une position d'essayer de dire, en fait, le domaine d'études africaines était très politisé, c'était presque binaire, parce qu'il y avait des défenseurs des régimes de l'apartheid, etc. Et il y a ceux d'entre nous qui cherchaient des façons de comprendre la prolongation des relations de domination qui se déroulaient sous nos yeux, qui étaient extrêmement violents, les armes, etc. Et effectivement, on utilisait des auteurs, Meyassou sur l'Afrique, etc., de tradition marxiste, mais avec tous les courants du marxisme. Et je suis la première à admettre que certaines des formulations étaient assez mécanistes et surdéterminées. C'était des outils qu'il fallait revisiter, et ça s'est fait à travers le temps. Mais je crois qu'il faut les resituer dans un contexte qui était extrêmement sclérosé par la nature des débats qui se déroulaient et du peu d'espace que certains voulaient donner à la critique des régimes coloniaux, même dans les années 70. Oui, quand on prend la trajectoire et quand on se retrouve au milieu des années 85 et 90, où on se retrouve avec ici un grand désenchantement d'une part, mais aussi ce fameux courant qu'on a appelé l'afro-pessimisme, comment est-ce que cela s'est vécu dans l'université. Je pense que c'est ça qui est aussi au niveau du département de sciences politiques, par exemple. Personnellement, je n'ai jamais compris ce courant-là. Je trouvais que les gens étaient des décrocheurs parce qu'ils n'allaient pas voir de près ce qui se passait. Il n'y avait aucune raison à aucun moment d'être, entre guillemets, pessimiste. Pour moi, ce n'est pas une question d'état d'âme. C'est une question de comprendre de façon aussi rigoureuse que possible, d'essayer de partager ce qu'on comprenait pour qu'on soit critiqué. Et je crois que ça nous amène à pourquoi j'étais très intéressée par... j'étais formée en économie politique, développement international, et j'étais très attirée par la filière. J'ai étudié sur le coton pour mon doctorat, mais très vite je suis allée du côté de voir ce qui se passait dans le secteur extractif. Pourquoi? Pas seulement pour l'enjeu même, mais secteur extractif comme clé pour comprendre le modèle de développement, le modèle de croissance économique qui était en place. Et ça a ouvert énormément de possibilités. Partir de la conviction de ce qu'on voyait se passer n'était pas inévitable, parce que cette extraction des ressources, l'appauvrissement de ces pays qui étaient riches, des impacts incroyables sur le plan social et environnemental, il n'y avait rien d'inévitable. Donc l'enjeu, c'était de trouver des façons et des équipes en Afrique pour, si vous voulez, creuser, décortiquer ce qui nous était présenté. Il n'y avait rien d'inévitable parce qu'il y avait des acteurs, des responsabilités. Et tout l'enjeu, c'était de mieux comprendre pourquoi ça prenait les trajectoires que ça prenait à l'époque, comme maintenant. Ouais, mais cela suppose aussi qu'il faut sortir de l'université, qu'il faut associer d'autres acteurs. Donc oui. Là, on devient... toute la question, c'est être universitaire travaillant sur l'Afrique. Quelque part, ce n'est pas être aussi activiste. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière les mots. Formé comme quelqu'un avec une tradition empirique britannique, à aller vers la collecte de données, mais en plus, est essentiel pour avoir la rigueur, mais en plus, travailler avec des décideurs, des gens de terrain, des communautés de pratique. On a toujours fait la jonction, d'abord avec des chercheurs dans les pays avec lesquels on travaillait. On a eu le privilège d'avoir des fonds pendant une grosse dizaine d'années du CERDI qui nous finançait juste le fonctionnement, mais surtout les équipes africaines. Et si on a produit des choses rigoureuses, c'est grâce à l'apport des chercheurs africains
et africaines, et aussi le type de réseau dans lequel eux ils travaillaient avec des communautés, dans les communautés et les ONG et les sociétés civiles locales. Et donc, nous, on a pu, si vous voulez, valoriser ce qu'on apprenait avec eux, et parfois la dimension réfléchir comme le CRDI le souhaitait, et nous aussi, pour être pertinent. Hein. Les études universitaires, scientifiques, sans une pertinence sociale, pour moi, ça serait vraiment pas très, très stimulant. Et je vous donne un exemple, on travaille avec un Ghanéen, parce que vous avez une si belle veste ghanéenne, et ce géologue, avec nous, avait travaillé sur le côté complètement ridicule que ce dictat de la Banque mondiale de couper de moitié les redevances du pays dans les années 80. Et Thomas Sakabsa, ce géologue formé à McGill, mais devenu très influent dans l'administration de son propre pays dans le secteur des ressources naturelles, avait fait un plaidoyer pour augmenter, doubler les ressources, les taux de royauté, ce qu'il a réussi à faire, que la Banque mondiale a décidé était la façon de suivre. Autrement dit, on a eu moult exemples de comment les universitaires, si on menait des recherches de façon rigoureuse, pouvaient avoir l'écoute des décideurs. Et ça, c'est une des énormes satisfactions de ma carrière, parmi les satisfactions, mais je dis toujours, c'est grâce à la rigueur des gens avec lesquels j'ai eu la chance de travailler ici et surtout dans les pays avec lesquels on était en contact. Bonnie, il y a aussi, oui, tu as décrit les perspectives dans lesquelles ta vision, en fait, à la fois de la recherche, mais de l'enseignement. Mais est-ce que cela est-il partagé, cela est-il compris par la communauté UQAMienne d'une part, d'autre part aussi par les membres de ton département? Est-ce que tu as bénéficié d'un soutien ou bien tu apparaissais comme on pourrait dire, l'extraterrestre qu'on ne comprenait pas, comme cela était le cas dans certaines universités? La chance de l'UQAM, c'est qu'il y a toujours beaucoup plus de liberté pour définir les sujets, la manière dans laquelle la perspective que l'on adopte. Donc, la chose la plus importante, c'est que je n'ai jamais eu le moindre obstacle pour définir ces trajectoires assez, si vous voulez, qui cherchaient toujours à renouveler les approches. Il faut dire que, anecdote, on se demandait pourquoi je travaillais, on pensait que c'était pourquoi les études avec des ONG, pourquoi ces secteurs extractifs. Peut-être ce n'était pas toujours compris. Par contre, quand j'ai eu la chance d'avoir ces subventions, évidemment, ça donnait une certaine légitimité à ce que l'on faisait. Et puis, on avait une très grande latitude dans la création de structures de l'UQAM, que ce soit le groupe de recherche en 1998, l'HR en 2006, le CIRDIS en 2011. Donc, il y a 25 ans de travail qui ont permis, avec la reconnaissance d'un philanthrope, M. Charles-Albert Poisson, qui nous a fait une énorme dotation de fonds. Et autrement dit, ça nous a permis justement de développer ce créneau. Il fallait le faire, c'est un privilège, cette carrière que je vous décris. Il fallait le faire avec rigueur et attention. Et je peux dire que j'ai jamais eu de blocage pour faire ce que je cherchais à faire. D'autant que tu as été directrice aussi du département. La question de directrice département est plutôt anecdotique. C'est arrivé tout début de ma carrière, 78 à 80. Je me rappelle, j'étais vraiment jeune. Il y avait un collègue belge qui, à l'époque, dit « Elle est pas mal », mais devant moi et les collègues au département disaient « Mais vous ne trouvez pas qu'elle est un peu jeune ?» Et alors j'ai dit « Mais Daniel, une femme est toujours jeune. » Si j'avais eu 45 ans, il aurait dit la même chose, je crois. Finalement, c'est comme ça. Mais cette expérience de direction des départements, il faut dire, à l'époque, le département était très collégial. On acceptait les budgets en assemblée départementale. Il n'y avait pas de faculté. Ce n'était pas hiérarchisé. Il y avait des modules. Les profs faisaient eux-mêmes avec quelques personnes administratives les inscriptions. Donc ça nous amenait beaucoup plus proche des étudiants. Bref, le mode de fonctionnement à l'époque était beaucoup plus souple. J'avais quand même aussi une grande latitude. Je me rappelle, j'avais été invitée pour être observatrice des élections au Zimbabwe en 1980. Et malgré que je sois directrice du département, j'ai eu l'autorisation de mes collègues de partir faire un terrain absolument passionnant, difficile, durant ces élections, quand c'était la Rhodésie. Autrement dit, cette liberté
d'action, cette liberté pour développer des choses, je sentais qu'il y avait une confiance de la part de mes collègues en moi, même si parfois je ne comprenais pas toujours ce que je faisais. Ben, ça, c'est aussi, ça m'amène peut-être à aborder la question évidemment de Bonnie Campbell, professeur, mais aussi gestionnaire, puisque tu l'as évoqué plus tôt avec la chaire Poisson. Dans la mesure où tu as non seulement été responsable de groupe de recherche, mais aussi d'une chaire, ensuite d'un centre qui a été le CIDIS. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette trajectoire au niveau comme gestionnaire, mais aussi des difficultés éventuelles auxquelles peut être confronté en fait un chercheur quand il est en position de gestionnaire? Mais c'est une illustration, comme je disais, de la latitude, parce que c'est 25 ans de construction et d'invention de structures. Quand le CIRDIS, quand le GRAMA a eu des fonds, groupe de recherche sur les activités minières en Afrique a eu des fonds du CIRDI, et on a commencé à être assez connu, et ces appuis ont fait en sorte que j'ai eu cette dotation de M. Charles-Albert Poisson, et l'évaluation était bonne, et ça a amené à un centre. Et le centre interdisciplinaire de recherche en développement international, a attiré une trentaine, puis une quarantaine de chercheurs d'une douzaine de disciplines, d'une dizaine d'universités. Et là encore, on a eu cette latitude d'inventer une façon très originale de fonctionner, pas juste l'interdisciplinarité, mais on était interfacultaire, on cherchait toujours à décloisonner la recherche. Il y avait des gens qui travaillaient sur acquis parlementaire, d'autres sur secteur extractif, d'autres sur les droits, d'autres sur l'immigration. Et donc, il y avait une circulation. On n'était pas en silo. Donc, la façon de faire la recherche était décloisonnée. On avait cette volonté de rendre lisibles les enjeux de développement international, et on le faisait d'une part avec un blog qui est maintenant logé à l'ACOSI, l'Organisation de la coopération des organismes de coopération du Québec, et Un seul monde, pour essayer de rendre lisibles les enjeux de solidarité et de coopération internationale. Et puis aussi, on cherchait à créer des espaces pour réunir des chercheurs, des étudiants, des décideurs, des gens des compagnies, des gens de terrain dans toutes sortes d'activités. On a fait 125 conférences midi, on a organisé des grosses conférences sur l'Afrique des Grands Lacs, à la Bibliothèque nationale, aux archives qui remplissaient, on attirait des centaines de personnes du public. Donc on avait cette idée que la recherche bien faite pouvait être multifonctionnelle au niveau de ces liens entre recherche et formation, mais aller beaucoup plus loin. Et pour ça, j'ai eu une énorme chance d'avoir la latitude de monter ça. C'est une aventure, et je l'ai fait avec des équipes fabuleuses de jeunes chercheurs qui étaient souvent des anciens étudiants, etc. C'était un point intéressant parce que le type de recherche qu'on a fait, la recherche engagée, attirait les étudiants. Et je crois que si j'ai eu le bonheur d'avoir tous ces thésards et ces gens de maîtrise, ça parlait d'une demande de la part des étudiants. J'ai dirigé 55 maîtrises et un bon nombre de doctorats, et ça parle justement de la recherche de la part des étudiants et étudiantes de quelque chose qui a une emprise sur la société, où il y a une résonance sur les besoins sociaux, une forme de se rattacher à des grands questionnements. Et ça, c'est aussi une grande satisfaction comme prof d'avoir tenté d'essayer de répondre à ça et avoir parfois des retours tout à fait intéressants de la part des personnes que j'ai dirigées. En même temps, est-ce que cela, gestionnaire, signifie aussi faire des compromis? Gestionnaire, voire aussi compromission, alors qu'on parle beaucoup plus d'indépendance du chercheur, comme tu l'as évoqué tantôt. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui ce qui nous tient beaucoup à cœur, à savoir les libertés académiques, mais aussi l'indépendance du chercheur dans ce contexte quand il est en position de gestionnaire? C'est un point absolument essentiel, surtout dans certains domaines. J'ai envie de raconter, nous on a eu des expériences, mais durant notre carrière, ça fait à peu près une dizaine d'années ou moins, un chercheur au Costa Rica travaillait sur une compagnie canadienne, Infinito Gold d'Alberta. Et avec ses équipes, il était biologiste, ils ont fait un film sur l'impact environnemental, mais la compagnie canadienne a interdit à l'université qu'il enseigne ce cours, ou a cherché à le faire, et voulait réclamer $100 millions d'amende pour diffamation.
son université l'a défendu, le système judiciaire de Costa Rica l'a défendu, et il a gagné. Bien, je parle de ça parce que ça nous est arrivé aussi, on a eu des poursuites à plusieurs fois, mais grâce à l'UQAM et la reconnaissance de l'importance de l'indépendance et de l'autonomie scientifique, on a été très bien soutenus. On nous a dit quoi faire, comment, quand on avait une mise en demeure, comment réagir. On ne cherchait pas la confrontation, on cherchait à dire ce qu'on avait à dire. On nous a demandé de rétracter, quand on citait Amnesty International, on nous a demandé de rétracter quelque chose qui avait été repris par le Globe and Mail. Eh bien, le service juridique à l'UQAM de l'époque nous a dit « Est-ce que, madame, c'est vrai ce que vous dites ?» Et je dis « C'est tout à fait vrai. » Et alors ils nous ont dit « Vous laissez ça comme ça. » Et alors c'était magnifique parce que il y a eu ceux qui nous poursuivaient se sont rétractés parce qu'ils savaient qu'on disait vrai, et s'ils continuaient, ce serait encore pire pour eux. Mais le point que vous soulevez est absolument essentiel, parce que c'est un privilège de faire la recherche, et une obligation de le faire avec rigueur. On risque, quand on essaye de le faire bien, d'avoir ce type de problème, parce qu'on travaille dans des domaines, souvent, où il y a des rapports de force asymétriques. On va essayer de faire taire les chercheurs. C'est arrivé à d'autres collègues dans cette université. Tout à fait. Et je souhaite de tout cœur que l'université va continuer à reconnaître combien précieux que c'est que l'UQAM soit un lieu où on ne peut pas intimider les chercheurs, et quand ils sont capables de sortir des sentiers battus et de dire des choses importantes, qu'ils vont avoir les appuis institutionnels qu'il leur faut. Parce que ce n'est pas toujours la situation, surtout dans une situation de rétrécissement de financement, où certaines grandes institutions et entités et compagnies cherchent à financer ce qui est parfait. Mais il faut qu'il y ait des clauses très, très étanches entre ce qui est don et ce qui est éventuellement une tentative d'interférer avec le résultat scientifique de ce qui est produit avec ces fonds-là. Nous, on a vécu ça de première main aussi, et il faut toujours être vigilant par rapport à cela, parce que c'est toujours, et ça va devenir de plus en plus important à mon avis. Ouais, tout à fait, mais tout le questionnement que cela entraîne aussi, c'est aujourd'hui, je dirais que le balancier est passé de l'autre côté, c'est-à-dire c'est sur le continent, notamment avec la pression des compagnies minières sur les chercheurs, sur des ONG, mais on le voit aussi, cette inégalité qu'il y a dans l'exploitation des ressources, notamment où la plupart des profits sont engrangés par les compagnies et non pas par les pays. Si on sort de la position de l'activiste, qu'on voit beaucoup plus, le chercheur dans cette situation, comment peut-il se redéfinir ou comment peut-il se définir ou quelles sont les stratégies, évidemment, qu'il doit adopter. Ce qui m'intéresse ici, en fait, ce sont, toi qui es une observatrice, en fait, de ce qui s'est passé sur le continent, quelles sont les perspectives que tu vois aujourd'hui, non seulement dans le domaine de la recherche, mais aussi de manière générale, à savoir sur l'évolution socio-économique, socio-politique, en fait, du continent africain. Ah, énorme question. Oui, je sais, mais c'est pas l'encyclopédie que nous avons écrite. Je répondrai de façon très très modeste. Je connais un tout petit peu de ce qui se passe dans certains pays, dans le secteur extractif. Et pour avoir eu la chance de travailler avec la Commission économique pour l'Afrique, entre 2007 et 2011, pour produire avec des collègues africains de la Commission économique un grand rapport pour réfléchir avec quelque chose, dans le cadre de quelque chose qui s'appelle la vision minière africaine, que pourraient être les ressources naturelles si elles étaient bien gérées dans une perspective de plus long terme. Et c'est absolument passionnant parce que ce document qui réclame un changement de paradigme par rapport à ce qui s'est toujours fait, ce document a été extrêmement bien reçu. Et maintenant, dans les codes miniers, il n'y a pas un pays que je connais qui ne fait pas référence à la vision minière africaine. Et on travaille maintenant avec des équipes de chercheurs dans plusieurs pays. Et c'est fascinant de voir comment cette position continentale donne une certaine légitimité à ce que tout le monde sait devrait se passer. Et donc, on étudie de plus près les types de blocages qui sont en train de se passer. À la fois, il y a des stratégies de très courte vision de la part de certaines compagnies qui pensent qu'au nom de la responsabilité sociale, on fait des projets autour, etc. On va gagner de la légitimité des compagnies, des communautés. On est dans le très très court terme. Mais les problèmes vont aller en s'augmentant. Parce que les problèmes de fond, de qu'est-ce qu'on laisse au pays, comment ce qui est laissé et géré,
quelle est la responsabilité pour les impacts sociaux, pour les déplacements sociaux de population. On a vu des choses absolument épouvantables, les impacts environnementaux, on en a vu. Et il ne faut pas penser que ce qu'on a vu dans le passé va continuer. On est en train de créer des problèmes plus grands si on ne fait pas face à cela. Et cette question de gagner la légitimité dans des stratégies de court terme, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en cause. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, en ce moment, on a un projet de recherche grâce au financement du CRSH qui essaye de comprendre avec des équipes santé et mines dans 2 pays africains comment les recettes minières, si elles étaient bien gérées, pourraient financer la santé, l'accès à la santé, au lieu de dépendre de la coopération. Bien, il y a des obstacles, mais c'est fascinant, c'est qu'il y a des gens à l'intérieur des ministères, des décideurs, qui aident les chercheurs africains parce qu'ils savent qu'il faut aller de l'avant. Donc on voit des nouvelles complicités. Et il faut travailler de l'intérieur pour comprendre ces dynamismes, qui est tout le contraire d'être vu de l'extérieur, de parler de la corruption, dont j'aimerais bien parler aussi, mais c'est très différent quand on a la chance et on a peut-être l'écoute de travailler avec des gens du terrain pour comprendre leurs stratégies, leurs aspirations et de voir que les choses ne sont pas du tout bloquées et de comprendre s'il y a des blocages, qu'on fait partie aussi, nous, du problème. Ok, Bonnie, bon, pour ce qui nous intéresse aussi beaucoup plus, nous qui sommes encore en activité au niveau du département, puisque tu es toujours active, ça je ne le nie pas, comme on dit en général, les retraités ou ceux qui sont sont les personnes les plus occupées, avec le fait qu'ils choisissent quand même leur bataille. Je pense que c'est ça, c'est l'élément important. Alors, la chose qui nous intéresse, c'est la vision de l'Afrique, du Québec, la perspective aussi qu'on a sur les études africaines, à la fois au Québec, mais aussi à l'UQAM. Peux-tu nous donner au moins ta grille de lecture sur ça? Sur le premier point, c'est difficile évidemment de généraliser, mais je vais quand même être assez sévère. Parce que je suis frappée par l'absence d'écoute et de compréhension qu'il y a toujours pour aller vers les sources, les voies africaines. C'est intéressant dans les médias d'information, il y a un manque, ça fait défaut. Hein, on va rarement parler de l'Afrique, sauf si c'est quelque chose de superficiel. Je généralise, mais on n'a pas des reporters spéciaux sur place. Quand on en entend parler... Il commence avec Radio-Canada, correspondant, je dirais, à Dakar. Mais bon, de Dakar, couvrir toute l'Afrique, c'est... C'est ça, exactement. C'est le peu de voix africaines, en général, qui sont invitées à être les interprètes des complexités. Et c'est pour ça que je crois qu'on comprend si peu ces dynamismes, toutes les choses intéressantes, ça bouge. L'Afrique n'est pas en dehors de l'histoire, comme tu disais au début. Et le résultat, c'est que je pense qu'il y a encore un vieux Roland, que quelque part, ce continent est en arrière, on sait mieux qu'eux, et c'est à travers des approches, et ça permet des raccourcis épouvantables dans les enseignements et dans la façon de présenter, où on va utiliser des cadres d'analyse normatifs qui viennent d'ici, des approches qui viennent d'ici, des stratégies qui reflètent nos intérêts, nos préoccupations, par exemple des questions sécuritaires vues d'ici, comme si on pouvait sécuriser des choses sans comprendre tous les mouvements complexes derrière, régionaux, de migration de population, de pauvreté, et comment tous ces éléments se conjuguent d'extraction des ressources. On appauvrit et on dit « oh, mais il y a un problème de sécurité ». Franchement, parfois, les bras me tombent tellement on coupe les coins ronds pour essayer de, entre guillemets, expliquer ce qui se passe. Et aussi le nombre de personnes qui parlent au nom du continent, qui dirigent au nom des études africaines qui ne sont pas habilitées de le faire. Je pense qu'il faut être très vigilant sur cela. Et si je fais le bilan depuis que je suis arrivée dans les années 70, certaines choses très importantes ont changé, mais je pense que, pour tout dire, il y a un vieux réflexe de supériorité coloniale qui reste dans la façon qu'on perçoit le continent, qui est beaucoup plus nuancé vis-à-vis de l'Amérique latine. Et je pense qu'il est temps de
de regarder et de valoriser les ressources que l'on a au Québec et notamment à l'UQAM, parce que et commencer à écouter les voix qui sont ici, au niveau du gouvernement du Québec, au niveau du gouvernement canadien, plutôt que de dire, bon, nous, on a quelque chose à leur donner. Non, c'est plutôt le continent qui va nous aider à comprendre ce qui se passe pour qu'on, modestement, on saura mieux comment réagir. Bonnet, on parlait de l'UQAM en Afrique et l'Afrique vue de l'UQAM. Je pense que c'est une perspective extrêmement intéressante, d'autant que le plan d'action, le plan stratégique de l'UQAM 1914-2019 en a fait une priorité. Tu étais en activité. Personnellement, je suis critique puisque j'ai rien vu. Et pour le prochain plan de développement stratégique, il est question de faire à nouveau de l'Afrique une priorité. Toi qui a quand même été au four au moulin au niveau de l'UQAM, je pense que ton approche ou ta vision peut-être peut nous aider à réellement en faire une priorité au niveau de l'UQAM. D'autant qu'il y a maintenant beaucoup d'enseignants sur l'Afrique au sein de l'université. C'est essentiel, c'est extrêmement important que l'UQAM se positionne de cette façon-là, parce que ça va mettre l'UQAM dans une position pour l'avenir qui sera tout à fait enviable, à la fois en contribuant à la formation de Québécois et Québécoises qui seront des meilleurs mieux outillés pour interpréter les réalités africaines. Je pourrais dire 3 choses par rapport à cette priorité. D'abord, il y a toute la question déjà de valorisation de ce qui se fait au niveau de la présence des étudiants. Tu as parlé des étudiants et étudiantes d'origine africaine. Leur donner une place, les valoriser, bénéficier de l'apport, les mettre en avant, leur demander beaucoup plus des interventions, de communiquer, de partager. Et ça, depuis ma carrière ici, j'ai le regret de constater que ça ne se fait pas. Et aussi de la part des professeurs qui sont spécialisés sur l'Afrique d'origine africaine, il y en a beaucoup qui se mettent ensemble dans un regroupement. Il faut une plus grande visibilité à ce qu'ils font, il faut beaucoup plus de ressources, et ça m'amène à des choses plus ponctuelles. Tu es bien placé parce que c'était il y a 5 ans que ça dure, l'université sous les baobabs. C'est une initiative incroyablement novatrice qui permet de former des étudiants et étudiantes ici sur une longue, pas juste des petits séjours, mais quelque chose de tout à fait exceptionnel, de les faire voyager en Afrique de l'Ouest, rencontrer des étudiants, des décideurs, etc. Il faut absolument reconnaître que ça pourrait devenir un phare de l'UQAM, ça pourrait devenir un programme international. Pourquoi passer à côté de cette incroyable initiative qui est en train de nous permettre d'avoir des accords de coopération avec des universités qui vont devenir extrêmement importantes pour la sous-région. Donc, il y a des choses qui se passent. Une dernière illustration, l'UQAM a eu la bonne idée de s'inscrire dans ce programme de Scholars at Risk, chercheurs en danger, d'accueillir un chercheur pour la première fois cet automne 2019 et comment valoriser la présence, comment appuyer cette personne, comment faire en sorte que les conditions sont de bonnes conditions, que sa présence soit valorisée et que ce programme continue. Autrement dit, les professeurs ont des initiatives pour mettre l'UQAM dans une position enviable vis-à-vis de ce qui se passe sur l'Afrique. Ce n'est que quelques initiatives, mais il faut être à l'écoute de ça et appuyer ces initiatives. Et j'ai peur jusqu'à présent que ça ne se fait pas assez. Ouais. Bon, il y a quand même une préoccupation aussi qui apparaît quand je t'écoute, puisque tu nous disais qu'en 1981, tu étais comme observatrice des élections au Zimbabwe. Bon, c'est vrai, aller outre-mer, ça suppose aussi s'organiser, surtout au plan familial. Et toute la question, c'est comment concilier travail et famille quand on est enseignant à l'UQAM. Je pense que c'est une grande préoccupation pour les jeunes enseignants-chercheurs, je crois, aujourd'hui. Peut-être ton expérience peut nous être utile à ce niveau-là. On fait doucement du chemin, mais beaucoup trop doucement. Quand j'avais mes enfants, je n'avais pas de gardienne parfois, et ils couraient autour de cette pièce, et quand il y avait des bruits à côté, ils couraient à mon bureau quand j'avais des étudiants parce qu'ils avaient peur. Autrement dit,
la confrontation entre famille et travail, on l'a vécu. Là, je suis très heureuse de voir en assemblée départementale les jeunes papas, les jeunes mamans partir parce qu'ils vont à la garderie. C'est déjà une acceptation de cette réalité, mais il y a encore énormément à faire sur le plan de la sympathie et la place, que les gens ne soient pas gênés et n'ont pas à s'excuser s'il faut éventuellement amener un enfant, une maman à l'aide ou quelque chose. Les gens sont discrets, s'il y a des problèmes, ils partiront. Mais je pense que c'est dans l'attitude des mentalités. On voit que les choses progressent. Ça a beaucoup progressé depuis quand moi j'étais jeune maman, mais pour répondre à ta question, je sais que l'impact sur la santé des femmes, sur le stress, sur les conditions physiques, les maladies que ça les questions de santé, sécurité au travail des femmes, jeunes mamans, pose problème, et l'université doit être très vigilant. Il y a déjà eu des rencontres là-dessus, c'était affolant de voir comment les jeunes mamans vivent ces choses-là. Donc on est loin d'avoir trouvé les solutions, mais c'est des choses qui progressent, mais il faut que ça aille plus vite. Un peu plus vite. D'accord. Merci Bouni de cet entretien dans le cadre du cinquantenaire. Et je pense qu'on n'hésitera pas à revenir vers toi, si nécessaire encore. Et vu ta générosité, on n'hésitera pas non plus à abuser, comme on dit chez moi. Ça me fait très plaisir d'être une jeune retraitée extrêmement active, et je te remercie d'avoir pris le temps de m'aider à partager un certain nombre d'observations que j'ai eues autour d'une carrière que je considère très heureuse et très fructueuse.